lorsque cette Neshama, cette âme descend, elle descend dans deux corps. Et cette âme est en fait une âme qui doit se réunir à elle-même. Ça, c'est ce qui se passe au moment où les deux bouts d'âme se rencontrent. Alors comment on vit dans le monde de l'action, tout semble les séparer. Donc il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils se plaisent, il faut qu'ils aient envie de continuer un bout de chemin ensemble. Jusqu'au moment où ils ont un petit peu de mal à accrocher. Ils ont du mal déjà à se séparer. Et là, ils sont en train d'organiser le mariage. Ouh, l'organisation du mariage. Toute une affaire. N'est-ce pas, Laurent? Toute une affaire. Toute une affaire, l'organisation du mariage. Il faut penser à tous les petits détails. Mais où est la romance dans les petits détails? Le traiteur, le prix du traiteur, l'argent du traiteur, le vent du chanteur, l'argent du chanteur, les fleurs, le prix des fleurs, le prix de la maison, l'hôtel, le voyage, les détails. Mais où est passée la romance? C'est ici que chacun découvre qu'on peut élever son quotidien à une dimension qui est une dimension rouhanite. C'est pas seulement de la romance qu'on va mettre maintenant. Maintenant, on va mettre du rouhani, on va mettre du spirituel, on va mettre de l'émotionnel, on va mettre du mental, on va mettre du psychique, on va mettre Hachem dans sa vie. On va soi-même s'inclure dans son existence. On va participer, on va devenir l'acteur de son existence. Dans le quotidien, on va préparer la grandeur de son existence. Dans le quotidien, on va la mettre. C'est là qu'on va la mettre. On va la mettre dans les détails. Dans les détails. Nos ancêtres ont mérité, par exemple pour ce qui est d'Abraham Avinu, eh bien que tout Israël puisse manger de la manne pendant 40 ans. Parce qu'il a simplement pensé à ce que les invités puissent s'asseoir confortablement, manger ce qu'il fallait manger, à la dose avec laquelle il fallait manger. Parce qu'il s'est occupé de ses invités dans le moindre détail, alors il a mérité que pendant 40 ans, des millions de Juifs puissent manger la manne. C'est dans les détails, dans le souci du détail et dans l'investissement du détail qu'on va maintenant loger l'amour, la connivence, la complicité. Et voilà en gros pour la repas. Alors ils avancent maintenant, ils sont ici. C'est paradoxal, à Notre-Dame de Nazareth. Non, pas du tout. Ils sont ici, dans cette belle synagogue, dans ce Echal. Ils s'avancent maintenant, le Khatan s'avance, il y a une musique. Qu'est-ce qu'il fait le Khatan? Le Khatan, il s'avance vers le lieu où il va recevoir sa kala. Donc il s'est préparé à recevoir la kala. Il s'avance, il vient, il se pose à l'endroit où je suis ici. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, le Khatan? Le Khatan, il s'apprête à recevoir dans sa maison la Shrina, la présence divine. Ah, vous allez me dire, monsieur le rabbin, vous allez arrêter de nous prendre la tête avec vos histoires de Shrina et de pas Shrina, c'est quoi ces histoires-là? On gère 800 divorces par an, pour cette histoire. La Shrina? Quoi vous parlez? Et oui, mes chers amis, même ceux qui cassent, même ceux qui construisent, même ceux qui vivent leur vie doivent le savoir. Lorsque l'homme et la femme se réunissent sous la repas, l'homme va accueillir la Shrina, la présence divine. La présence divine ne repose dans le couple que grâce à l'épouse. Ce soir, on parlera des détails. Comment dans les détails on fait exister ce genre de choses de manière très optimiste. Mais d'abord, c'est la Shrina. Donc lui, il est là, il est à cette place, ici, la repas, et il attend la Shrina. Qu'elle rentre maintenant. Et qui rentre avec la Kala? Les malachim, les anges rentrent avec la Kala. Tous les ancêtres, depuis Abraham Avinu, sont présents maintenant au-dessus de la repas. Ils sont tous là, ils sont tous venus. Pourquoi ils sont tous là? Nos Chachamim le savent, ils nous enseignent qu'ils sont tous là parce que là va s'opérer la construction d'un petit Beth Amikdash, d'un morceau du Beth Amikdash. Et la raison pour laquelle le monde a été construit, c'est pour qu'on puisse y mettre le Beth Amikdash. Et le premier pas du Beth Amikdash, c'est le couple. Alors c'est vrai, dans la modernité, ça ne peut rien dire. À l'ère de Mélenchon. Ça ne peut rien dire. Mais nous, on sait ce que ça veut dire, parce que nous, ça fait 3000 ans qu'on répète ça. En plus, c'est plus que ça. Ça fait 5780 ans depuis le premier mariage de la dame Rishon et de Chabad qu'on répète ça. Que Hachem est présent, qui vient bénir ce couple, que les anges sont présents, que tous les ancêtres donc sont là, sont présents, toutes les Neshamot sont là, et le couple en fait est en train ici de recevoir une provision de brachot qui est illimitée. Et voilà maintenant qu'on va réciter les Shabbat brachot. D'abord on va célébrer le mariage. D'accord? Khatan va donner une bague, et il va, oui c'est bizarre, acquérir la femme. Mais alors c'est très étonnant parce que dans le traité Kiddushin, quand on tourne la page, on voit qu'en fait il n'a rien acquis du tout, il a acquis que des obligations.
En fait, le mari et la femme vont s'unir dans des liens d'acquisition. À ce moment-là, ils sont tous les deux obligés, ils s'engagent tous les deux à faire un certain nombre de choses. Avec des bons amis, avec des bons camarades, avec des bons copains, bonnes copines, avec des amants, avec des amoureux, à être des serviteurs d'Hachem, à construire une maison dans laquelle Hachem pourra se poser. Ça s'appelle Beit Ne'eman d'Israël. Et les voilà maintenant qui sont bénis avec les Sheva Brachot. Tous les amis vont venir, le Rav, les amis vont venir réciter les Sheva Brachot, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Khatan et la Kala doivent recevoir de la Simcha. Maintenant, pourquoi on vient à un mariage? Pour se montrer, pour faire les beaux. Qu'est-ce qu'on vient faire d'un mariage? On vient étaler ses bijoux, on vient étaler ses robes. Qu'est-ce qu'on vient faire dans un mariage? Dans un mariage, on vient réjouir le Khatan et la Kala. Parce que le Khatan et la Kala, maintenant qu'ils ont reçu cette décharge de Brachot, alors maintenant, ils se mettent à réfléchir. Ils se mettent à réfléchir. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc nous, on vient, on les réjouit. On leur dit, t'as fait le bon choix. T'as fait le bon choix. On va danser devant eux, on va les réjouir. Et les voilà maintenant qui repartent tous les deux de la Choupa, main dans la main, et qui vont maintenant construire leur existence. Et maintenant, de quoi ils vont être accompagnés? Non seulement des anges qui sont venus, des ancêtres qui sont venus, d'Hachem qui est venu, mais aussi de la Simcha qu'on leur a donné, de tout ce qu'on a fait pour les conforter dans leur choix. Et là maintenant, ils vont vers le Chédel Nihon. Ils vont se mettre dans une seule pièce où ils sont seuls, l'un face à l'autre. Et là, ça commence. Dans tous les films, à ce moment-là, c'est écrit The End. Mais chez nous, c'est là que ça commence. C'est là que tout commence. C'est là que tout finit aussi parfois. Alors, à notre époque aujourd'hui, ça commence ou ça finit, c'est ce dont on est venu parler ce soir, faire en sorte que non seulement ça puisse commencer, mais que ça puisse continuer. Mazel Tov, bienvenue au royaume de la liberté et du bonheur. Spécialement de Jérusalem pour cette conférence, donc je voudrais vous remercier pour les efforts. Je sais que ça a pu être difficile de venir ce soir. Je trouve d'ailleurs qu'on est pas mal. On va être un joli, on va passer un bon moment de réflexion et un beau comité pour un moment où cet après-midi on se disait mais combien de gens nous ont dit qu'ils vont pouvoir venir. Ramon Dachai-Bouton, je vous le dis, était dans l'avion hier, il est venu pour la conférence. Alors on a la chance de l'avoir avec nous. Cet après-midi, on dit c'est trop dans la règle, pas mal. Je dis Bernard, est-ce que je peux me reposer une petite heure chez toi, parce que moi j'ai le plaisir d'habiter dans le sentier. Est-ce que je peux pas aller à Créteil me reposer? Je sors de l'avion, je veux être en forme pour la conférence, donc vraiment, il est venu spécialement, et je trouve que c'est beau, c'est un très beau geste. Raphaël Torchman, je ne vous présente pas, évidemment. Je suis venu de Nazareth. Il est venu de Nazareth, c'est un rabbin formidable. C'est notre rabbin en fait, moi, à Dojana, parce qu'on est au dernier étage. Alors, on a intérêt à se tenir à carreau, parce que quand on parle derrière la lourotte. Et c'est là que sont les studios. Et à chaque fois que je vois passer, alors d'abord, moi déjà, j'ai ce plaisir d'avoir cette kedusha. Des fois, quand je me repose un peu, très peu de gens ont la possibilité de se reposer dans un endroit plein de kedusha. C'est tout fermé, on va se reposer dans un parc, dans une rue. Moi, j'ai le plaisir, je suis là. Quand des fois je suis un peu fatigué, il y a une porte de la radio, je me mets là, tout éteint, j'ai cet endroit qui est magnifique. Je passe sous le contrôle de deux éminents Rahamim. Et je crois qu'on dit qu'une synagogue, c'est notre niveau de shrina est encore plus élevé que dans un collège, c'est vrai, hein, dans une échelle. Donc voilà, on n'est pas dans n'importe quel endroit. Je disais que je ne présente pas le rabbin Torchman, qui est très important pour nous, par sa pondération, par ses connaissances de Talmid Chacham. Ça fait très plaisir d'être là pour ce premier soir. C'est la première fois que je fais une conférence avec vous, Rav Torchman. Ramon Dachai-Bouton, vous l'entendez à la radio, vous voyez aussi dans différents lieux sur Internet, comme avec le Rav China ou sur Torahbox. Alors, après cette très belle introduction, moi je propose qu'on entende le Rav Torchman nous dire sa propre introduction, puis finalement encore plus, étant donné les difficultés qu'on a tous vues, je propose qu'après ça soit tout simplement un dialogue entre nous. Et donc on va entendre une introduction du Rav Torchman, une dizaine de minutes. C'est le technicien journaliste qui parle, je parle en temps de minutes. Mais, et puis après on va passer à un dialogue entre nous tout simplement.
Je vous souhaite un bon. Merci Bernard. Bonjour à Mordechai. Merci aussi aux musiciens, aux DJ, aux chanteurs. Et bien sûr à tous ceux qui sont venus et qui ont bravé les difficultés de circulation. Vous avez fait un effort considérable, mais il faut le souligner. Alors je vais tout d'abord dire que, effectivement, tout à l'heure, Mordechai a parlé de Binyan Aderab, c'est-à-dire un édifice éternel. Alors le Maharal dit, pourquoi on parle de Baït? On souhaite d'ailleurs aux mariés de construire un Baït Neman Israël, un foyer fidèle en Israël. Parce que Baït, c'est constitué de plusieurs pierres. Et les pierres sont toutes différentes. Et c'est elles qui vont constituer l'édifice. Or, un couple, c'est aussi deux personnes avec un passé culturel, social, professionnel, familial différent. Et donc, de réunir ce Baït, c'est un grand chelem. Et d'ailleurs, lorsque l'on veut construire, on fait appel à un architecte, à un bureau d'études, à des ouvriers spécialisés, un maître d'ouvrage, etc. Je ne parle pas de tous les... n'est-ce pas, Robert? Et tout cela nécessite un certain nombre d'efforts, et oui, l'électricité aussi, on sait de quoi on parle. Et donc, c'est ce qui va construire, réaliser le foyer. Alors, vous savez que dans le mot Olam, qui veut dire l'univers, il est constitué de 3 lettres, le Vav étant un liant. Olam, ça veut dire l'univers, ça vient du mot Néalam, parce que tout est caché. C'est pour ça qu'on fait des découvertes, des innovations. Et Olam, c'est constitué de Aïn. Aïn, c'est comme l'œil, c'est la vision. Nous avons une perception visuelle première. Lamed, c'est la 2e lettre, c'est l'Ève, c'est le cœur. C'est la perception sensible. Et la 3e lettre, c'est le même, qui est l'initiale de Moar, qui est le cerveau. C'est ce qui nous permet d'avoir la conscience, la raison, la pensée, etc. Donc face à ces 3 éléments, on va essayer de construire un couple. Mais comment le construire? Vous avez un homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de sa femme qu'elle soit comme sa mère. Ah, les femmes vont dire, oh, Ali, encore la belle-mère. Voilà, je n'ai pas. Voilà. C'est pour ça que la belle-mère, c'est qu'on appelle Rama. C'est comme le soleil, où il brûle ou il réchauffe. Ça dépend du réchauffement climatique. Alors, je voulais dire d'ailleurs qu'il ne faut pas le prendre mal. Il appelle d'ailleurs son épouse des fois maman. Pourquoi? Parce qu'il veut retrouver en sa femme, sa mère, qui lui assure, pas seulement le gîte et le couvert, mais qui lui assure aussi une perception positive, etc., etc. Et la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Que son mari ressemble à son père, en règle générale, qu'il lui apporte la sécurité, la sérénité, etc. Et donc, il faut exploiter justement ces éléments qui vont permettre de construire le foyer, et c'est ainsi qu'on essaie de construire un binyan adhérent. Nous sommes dans une problématique aujourd'hui de la communication. Communication n'existe plus. Il y a les portables, les insupportables, les écrans qui prennent le crâne, parce que vous savez que l'écran c'est le même net que crâne, le plasma qui prend ma place, le micro-écran, le grand écran, le petit écran, on est dans des sociétés écrans. Et donc, la communication n'existe plus. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que manifester. On n'essaie pas de construire un dialogue et d'essayer de dire, ben voilà, nous avons des syndicats qui ont des revendications, nous avons un peuple qui a des revendications, on a un président et un gouvernement, venons dialoguer. C'est-à-dire essayons de faire une concertation avant même de dire on va faire des manifestations. Donc, encore une fois, c'est ce manque de communication, l'échange se raréfie. Il faut aussi se donner un projet de vie. S'il n'y a pas de projet de vie, c'est une inertie. Vous savez, pour monter et gravir une côte, il faut fournir beaucoup d'efforts. Mais pour descendre, c'est très facile, sans effort. C'est la même chose. Monter dans la vie, progresser, c'est comme si vous montez sur un toboggan. Il faut faire des efforts pour gravir chacun des échelons, mais la chute, elle est très rapide, en quelques fractions de secondes. Et c'est pourquoi il ne faut pas se laisser vivre, mais essayer d'avoir un projet de vie. Et vouloir éduquer l'autre, c'est déjà une perte de vitesse, parce qu'autrement on ne peut pas. C'est un couple qui est déjà en désintégration, on va dire.
Les parents, il me reste combien de minutes? Les parents, on les appelle les horim. D'ailleurs, vous savez que la Kala, quand elle montre son doigt, le Khatan met l'alliance à l'index droit. Il y a plusieurs raisons. Mais l'une d'entre elles, parce que les parents s'appellent les horim, ils indiquent le chemin avec exactitude. Imaginez que le père et la mère sont les chefs de la corniche. On est dans une route escarpée, on n'a pas le droit de faire à l'erreur parce qu'autrement c'est la chute. Bien c'est cela aussi les parents. Ils ont le devoir et la responsabilité de conduire une famille et donc leur message, les mots qu'ils vont exprimer doivent être énotés, c'est-à-dire une mila, c'est yalom. Vous savez qu'en verlan, un mot, ça se dit mila, et en verlan, ça se dit yalom, ça veut dire une pierre précieuse. C'est-à-dire que les mots sont précieux et ils éclairent. Et si les mots se deviennent des mots MAUX, alors c'est des mots qui vont rejaillir sur tout l'ensemble du foyer, parce que les mots que les parents, que les enfants vont entendre vont être critiques. Vous savez ce que c'est la critique? C'est un tic du cri ou le cri du tic. Vous avez compris? Prenons la route en passant par rue de Sèvres, Paris. Vous savez, et je terminerai peut-être là-dessus pour l'introduction, le seul règne où Dieu a fait une création de temps, c'est seulement le règne humain. Les animaux naissent mâles et femelles. Pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce que Dieu a fait une sorte de... a corrigé sa copie, a dit tiens, c'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ne ferai rien à ses côtés. Il ne savait pas, non? C'est l'être parfait. C'est une ineptie de croire à une telle chose. En réalité, il a voulu montrer qu'en fait, il y a ces deux entités qui doivent se retrouver, et c'est pour ça, lorsqu'on rencontre un Khatan et Kala, on leur dit Siman Tov ou Mazal Tov. Pourquoi Siman Tov? Parce que quand tu as perdu un objet, que fais-tu? Tu dois donner les simanim. Voilà, mon téléphone était noir, il avait telle et telle rayure ou telle cassure, j'ai donné 2 signes probants. Lorsque je retrouve mon autre moitié, alors on te souhaite effectivement de retrouver celle qui était un Neshama, qui était dans les sphères célestes, et qui descend dans ce monde. Parce que le principe masculin et féminin était dans ce monde, redescend sur Terre, mais il faut se retrouver, il faut avoir un GPS. Parce qu'il y a des fois, chacun a eu son passé, il y a distorsion. Si tu te trouves à l'étage et que ta Kala elle est au moins 2, ou bien si c'est toi qui es au moins 2 et que toi tu es au premier étage, c'est difficile de se retrouver. Alors, à Kadosh Baruch Hu aide, à noter le Bayam des Verts, il faut les DHL. Par nos efforts, par nos actions, par nos mitzvot, par la syntonie, alors il y a compatibilité et réalisation. Voilà pour moi une petite introduction. Vous avez tout de suite décidé de parler cash. D'abord, un homme cherche sa mère, vous avez vu, c'est des notes que je prends. Parce que les gens, des fois, ils croient que j'envoie des textos. J'ai mis chercher et éduquer l'autre. Faire attention aux mots qu'on utilise dans son couple. Et là, vraiment, on commence à parler sérieusement des choses. Et Mordechai, à côté de moi, il me dit GPS, c'est le grand patron spirituel. C'est ça qu'il faut avoir. Le GPS, c'est le grand patron spirituel. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que quelqu'un veut intervenir, intervenir déjà dans notre conversation? Non. Je vois faire signe. Non? Personne ne dit quelque chose. Alors. Et HEC, c'est quoi? C'est quoi HEC? Hautes études spirituelles. À l'éveil, j'aimerais bien que ce soit ça. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, d'après vous, ça casse tous les deux. Ça casse aussi souvent. Je sais que dans cette maison, on fait des mariages, mais moi, c'est vous qui allez nous donner les vrais chiffres du consistoire. On me dit qu'aujourd'hui, le consistoire, il fait quasiment un divorce pour deux mariages. J'ose pas dire un pour un. Alors, je voudrais savoir quelles sont vos explications pour ça. Je crois que les mots que vous avez utilisés sont très vrais. On en parlait dernièrement, je crois, avec Rav Habiton. On se souvient de cette phrase du grand Citru qui disait « Mais on est aussi dans une société du jetable ». Et donc, vous avez des gens qui arrivent à 40 ans, 50 ans, qui se disent ben, « On appelle ça, je vais refaire ma vie ». Et voilà, je me jetais. C'est vrai que je l'ai ici, exact, du début du divorce, ça existe chez nous, c'est un vrai truc, on divorce. Mais aujourd'hui, c'est un peu une option. Aujourd'hui, je vais faire autre chose.
Je voyais dernièrement dans un article important les chiffres de l'INSEE. Et dans les chiffres de l'INSEE, donc c'est l'Institut national de la statistique, c'est très important, c'est pas non. Dans l'INSEE, il y avait marqué le premier mariage est de plus en plus tôt. C'est-à-dire que l'INSEE a intégré que dans la vie, il n'y a pas un mariage. Il y a le premier, on va après les autres. C'est intégré comme ça. Donc, pour ne pas faire de digression et vraiment poser une question, comment est-ce que vous expliquez que ça casse aussi souvent en étant aussi concret que Rav Torjman, de nouveau, c'est une parole à raconter. Alors, il y a beaucoup d'explications à ce phénomène, mais moi je vais m'intéresser à une explication parce qu'elle est récurrente. Un des gros mots aujourd'hui, soit pour les jeunes couples ou pour les couples plus âgés, c'est l'engagement. L'engagement, s'engager. En vérité, quand on fonde un couple, on se marie, on passe pour leur repas, on s'engage. Et c'est extrêmement difficile de comprendre que les gens s'engagent. Les gens n'ont pas de comprendre cette notion d'engagement. Ils disent, moi je me suis engagé, mais je me suis engagé à concurrence au prorata de. Je me suis engagé dans certaines limites. Comment on dit en Israël, des rabbins de quoi. Je me suis engagé parce que je me suis engagé si je reçois ceci ou cela. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut regretter, ou même qu'on peut stigmatiser, qu'on peut condamner, qu'on peut juger. C'est un fait. Beaucoup de jeunes couples s'engagent, mais s'engagent avec une certaine limitation de leur engagement. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que bien que dans le monde religieux, il y ait moins de divorces que dans le monde religieux, il y a quand même aujourd'hui beaucoup plus de divorces qu'avant. Ce qui signifie aussi que c'est très difficile pour des jeunes couples de comprendre que quand on se marie, on s'engage. Alors peut-être que pour ça, il faut revenir sur cette notion d'engagement. Qu'est-ce que c'est s'engager? Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Qu'est-ce que c'est s'engager? Alors, il faut le dire avec le mot à nous. D'accord? Avant de s'engager, c'est un peu français. Qu'est-ce qu'on dit quand nous les Juifs, qu'est-ce qu'on dit depuis maintenant 1700 ans avec le Talmud, et qu'est-ce qu'on dit depuis toujours avec le mariage? On dit que le mariage, c'est un kinyan. Un kinyan, c'est une acquisition. En fait, l'homme acquiert des obligations. Il acquiert l'obligation de nourrir son épouse, de chérir son épouse, de penser à son épouse. Et la femme, elle-même, en rentrant dans le mariage, accepte par acte d'acquisition, de s'engager à faire un certain nombre de choses pour que la maison puisse durer. Ça, c'est le schéma. Maintenant, ce schéma se brise aujourd'hui sur le fait que je suis d'accord de donner, je suis d'accord de participer, mais à concurrence de. Alors vous allez me dire, mais ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde se marie par égoïsme. À part Abraham, Isaac et Jacob. À part les Hérotes et Chine, tout le monde se marie par égoïsme. Tout le monde se marie en disant, moi j'ai jamais vu par exemple un barbeau qui vient, un jeune homme qui me dit, voilà, je voudrais faire du chesed, s'il vous plaît, amenez-moi la femme la plus moche, la plus bête, la plus stupide que je puisse faire du chesed. Il y a la même chose pour les femmes. Jamais entendu une jeune fille me dire, trouvez-moi un idiot, un débile, un boiteux, je vais vous faire du chesed. Non, par contre, j'ai vu des jeunes hommes, des hommes dire, cette femme est belle, elle me plaît, elle me convient, je me retrouve en elle, je me plais avec elle. Il y a la chose pour les femmes. J'aime cet homme, il me plaît, il me séduit, il me rassure, il m'apporte quelque chose. On se marie tous par l'égoïsme. Quand est-ce que cet égoïsme-là devient de l'altruisme? C'est précisément lorsqu'on rencontre l'engagement. Je me suis marié, mais en fait je me suis engagé. À quoi je me suis engagé? C'est vrai que je ne peux pas m'engager avec quelqu'un qui ne me plaît pas, qui ne m'apporte pas quelque chose, qui ne me réjouit pas, qui ne me convient pas. Mais qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Je vais devoir m'engager à ce que cette personne qui est derrière le masque de la personne que j'ai rencontrée, cette personne-là maintenant, est une autre personne. Je vais vous dire une chose, depuis le premier chiffre, il a fallu entendre l'homme pour de sa femme, pratiquement tout le monde se réveille après les schémas de la preuve, le premier mois de la première année, en disant si j'aurais su, j'aurais pas vu. C'est clair? Mais là où on tient, c'est parce qu'on dit cette personne-là, j'ai envie de lui donner quelque chose. Et je vais vous dire un grand secret, il faut le répéter, cette personne ne me convient jamais. Elle a toujours dit un défaut. C'est là que commence l'engagement. Et c'est là que dans notre société aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, on les appelle pourquoi? Parce que le taux de résistance a baissé. Le taux de résistance a baissé. Tout simplement. Le taux de résistance à la douleur. Le taux de résistance à la douleur psychique, à la douleur mentale, à l'effort, le taux de résistance à la douleur a baissé.
Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on divorce beaucoup plus vite, on se marie beaucoup moins. En fait, on cherche toujours de toute façon à se satisfaire, mais d'une autre manière, en n'étant surtout pas obligé de s'engager. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on forme à la fois des gens qui préparent le mariage et des thérapeutes du couple, et on a aujourd'hui des centaines de gens, d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont spécialisés dans ce domaine, c'est précisément parce que le travail, c'est qu'en fait on apprend tous à mieux résister à la douleur. Il n'y a pas de couple qui dure si le mari et la femme n'apprennent pas à résister à la douleur. Parce que la personne que je découvre est une personne qui ne me convient jamais. Elle ronfle la nuit, elle rote à table, elle ne dit pas des Torah, elle n'est pas assez généreuse, elle a toujours raison, moi je dis pas, etc. C'est peut-être mille et un défauts. Mais qu'est-ce que je suis prêt à faire avec ça? Là intervient un autre, je vais m'arrêter sur ça, pour avancer, qui est la notion d'éducation. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Est-ce que je dois éduquer l'autre ou est-ce que moi je dois m'éduquer? Alors là, ici, ce serait trop théorique de ma part de me dire qu'on n'est pas là pour éduquer l'autre, qu'on doit s'éduquer soi-même. Parce que très souvent, on peut dire des choses. Mais bien sûr qu'on doit dire des choses. Évidemment qu'on doit dire des choses. Mais on doit dire pourquoi? Pour aider le couple à avancer, pour éduquer, pour stigmatiser, pour condamner, pour juger, pour satisfaire son ego, pour se mettre en position de force. Pourquoi est-ce qu'on dit des choses finalement? Et là, on est au cœur d'un débat, on est au cœur du truc extrêmement sensible, qu'on a l'habitude de balayer comme ça dans le cœur en disant il faut donner, c'est pas suffisant. Là, ici, à ce moment-là, si on a mal et qu'on ne sait pas comment faire, on va mieux consulter. Mais je vais vous dire autre chose. Un deuxième sujet aussi que vous allez rencontrer ce soir, qu'il faut surtout répéter, c'est qu'il faut se préparer au mariage. Il faut se préparer au mariage. Bien qu'un homme et une femme, comme je disais tout à l'heure, soient un peu des bons copains, ils doivent être des bons copains. Ils doivent être des amants, ils doivent être des amoureux, ils doivent être des complices, ils doivent être plein de choses. Ils doivent être un bon copain, une bonne copine. Eh bien, ils doivent aussi savoir qu'on se prépare au mariage. Et il n'y a pas d'âge pour se préparer au mariage. Parce que finalement, je vais au défi qui que ce soit de me donner les 15-20 définitions que la Torah donne du mariage. Les gens veulent se marier, ils connaissent pas les définitions que la Torah donne du mariage, qui sont des définitions universelles. La Torah n'est pas un texte religieux. C'est un texte dans lequel Hachem a regardé avant de créer le monde. Ça veut dire qu'il a imbibé le monde des règles qui sont inscrites dans la Torah. Si on ne les respecte pas, c'est le monde qui ne les respecte pas. Donc il y a un manuel, c'est qu'il faut connaître avant le mariage. Donc il faut être préparé au mariage. Quel que soit l'âge auquel on se marie, quelles que soient les conditions de l'ensemble, on peut bien entendre. Voilà, donc sur le rabbin, c'est votre tour. Pourquoi ça casse aussi souvent? On voit bien dans les familles. Moi, mes parents, un jour, moi, si j'ai dans une vie, je me souviens, s'il m'est arrivé. C'est une autre aussi d'avoir une vie. D'accord, mais c'est bien. Je vous raconter une petite anecdote. Moi, j'ai la chance de parler avec une femme tunisienne. Et alors, au début de mon mariage, tous les vendredis, couscous. Et moi, je me suis dit, je sais pas manger tous les vendredis, on mange pas, c'est pas ma femme d'or, je sais pas comment je couscous. Et c'est des détails, au début, mais ça m'énerve. Si tu es marié avec moi, c'est pas pour rester jamais. On ne peut pas penser à autre chose. Alors, genre, pour faire plaisir, à côté du couscous, un gigot. Avec le couscous. Allez, je vous écoute tout ça. Il ne faut pas oublier que le couscous rappelle la balle, pour tomber dans le désert, donc c'est un luciculture. Voilà. D'ailleurs, quand j'en compte un thune, vous savez ce que je lui dis, à la thune et à la mienne. Alors, vous savez, dernièrement, j'ai eu un enfant qui m'a dit, voilà, j'étais en classe, et puis il m'a posé la question, ah bon, tes parents ne sont pas divorcés? Parce que je lui dis non. Alors il dit, mais ils ne sont pas comme les autres, tes parents. Ça veut dire que 80% de la classe, les parents étaient divorcés. Alors effectivement, comme l'a évoqué Rav Mordechai, la force de résistance a baissé parce qu'il n'y a plus de patience. On est passé à la 4G, à la 5G et j'ai rien. Vous comprenez? L'engagement, effectivement, pourquoi s'engager? Aujourd'hui, il y a le mariage libre, on a chacun sa mise à un endroit, et puis sans contrat, sans rien. À tout moment, je peux partir et je me sens libre comme un papillon. Alors, il faut créer un couple. Et vous savez que l'humanité en hébreu se dit Enoch.
Enoch, c'est un homme, c'est l'humanité, Enochi. Si vous permettez les lettres, ça donne le mot sonner, c'est la haine. C'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a plus d'humanité dans le couple, ils vont finir par se détester et ne plus se voir. Alors pourquoi a-t-on arrivé aussi à cela? Parce qu'on est dans une société, effectivement, où on veut aller très vite, sans réflexion aucune. On a le monde à portée de la main, d'un bout à l'autre du monde, on voit l'univers, et on n'est pas prêt à faire des concessions. Vous savez, je prends souvent l'exemple de la bague. Si vous allez chez un bijoutier qui fabrique des alliances, il va vous faire prendre une baguette en argent, en or, blanc, or jaune ou platine, et que va-t-il faire? Il va prendre les deux extrémités et il va les réunir, et ensuite faire une soudure qui n'est plus visible. Mais imaginez si un côté est plus replié que l'autre, vous n'aurez pas d'alliance. Et si la bague reste droite, elle est très fragile, elle se casse. Donc s'il n'y a pas de vitourine, il n'y a pas de concession mutuelle les uns les autres, alors il n'y a pas de possibilité de couple. Donc il faut qu'il y ait une capacité d'écoute de l'autre, et cette sensibilité va permettre de voir ce que l'autre a besoin, essayer de lui faire plaisir. C'est un altruisme, c'est l'ego qui va être un petit peu en veilleuse. Et si je mets mon ego dans toute sa splendeur, je ne peux pas y parvenir. Effectivement, on ne peut pas changer l'autre, parce que comme on dit, moi j'ai toujours dit, pas d'illusion, pas de désillusion. Tu as le mari que tu as la femme que tu as, et avec ça, il faut essayer de composer. Effectivement, il peut arriver des situations où c'est un peu plus composé. Vous avez un mari qui se drogue, ou qui joue, ou qui boit. Ça, c'est des problèmes très sérieux auxquels il faut s'atteler pour pouvoir essayer de les surmonter. Ça, c'est une autre rubrique encore. La préparation au mariage, effectivement, les gens se préparent. Quand je reçois, vous savez que je fais les réunions des couples que je marie tous les 2 ou 3 mois. Ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Et puis, qu'est-ce que je dis aux couples? Vous savez que le mariage est un parcours du combattant, comme l'a évoqué le brave des Khaïs. Alors, bon, la couleur des fleurs, magicien, etc. Tous les plans préparatifs. On a oublié une chose, c'est qu'on se prépare pendant 6 mois ou 1 an à un mariage, et on ne se prépare pas à l'après-mariage qui va durer jusqu'à 120 ans, si on veut faire un minyan adhérent. Deuxièmement, je prends l'exemple du Messilat Yesharim. Je leur dis, vous savez, j'ai loué un car, nous allons aller Château de la Loire. Nous sommes arrivés, nous avons un magnifique château, un palais royal, et puis il y a un jardin avec ce qu'on appelle un labyrinthe. C'est-à-dire, il est composé de haies, et au milieu de ces haies, il y a un donjon. Très bien. Alors, imaginez que chacun essaie de se frayer le chemin, et le premier qui arrive au donjon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ceux qui sont en bas. Il voit ceux qui se rapprochent et ceux qui s'éloignent. C'est ça, ceux qui ont l'expérience de la vie, de la préparation des mariages, un consultant thérapeute, des rabbinim, etc., sont là pour aider à ne pas s'enliser dans des problèmes qui, après 10 ou 15 ans ou 20 ans, on dit, ben, c'est fini, il y a échec et mat. Alors, vous savez que dans le judaïsme, il n'y a pas de désespoir en un seul mot, il n'y a que désespoir en 2 mots. Ok? Voilà, on va pas être trop long. Non, on continue notre débat. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui veulent intervenir, monsieur, il y a quelque chose? Avec plaisir. Je vais vous lever simplement. Vous voulez répondre? Comme vous voulez. Alors, vous avez souligné différents points, j'en relève 2, notamment, ce que j'aurais souhaité rebondir. Le premier, c'était celui où vous soulignez la valeur de l'expérience. Mais dans quelle mesure aujourd'hui il ne faut pas revaloriser en général, dans une société du jeunisme et qui méprise le temps et la valeur du temps, la puissance de cette expérience. Et dans le même esprit, on vit dans une société où l'apparence et la vitrine de l'extérieur est majeure. Et est-ce que tout autant préparer les époux au mariage, parfois il ne faudrait pas préparer les entourages par rapport aux influences qu'ils peuvent exercer, qui peut-être parfois, par rapport à l'apparence qu'ils exigent d'avoir du couple qui les entoure, peuvent créer des interférences dans la 4G, la 5G, tout ce qu'on voit éléger à venir.
Pour savoir les entourages, en fait, il faut préciser une chose, c'est une question de temps. L'entourage, une famille, c'est-à-dire un père, une mère, c'est faux de dire, par exemple, quand on se marie, on ne se marie pas avec la famille. C'est faux. Bien sûr qu'on se marie avec la famille, surtout chez les Marocains. Enfin, on se marie toujours avec la famille. Mais bien sûr qu'on se marie avec la famille. De toute façon, la famille est là comme une espèce de comment dirais-je, pour reprendre un concept de décodage biologique. Vous avez vu qu'on parle de nuage émotionnel. Mais il y a un nuage émotionnel. Chacun d'entre nous transporte avec lui une masse d'énergie considérable. La première énergie qu'il transporte, c'est celle de son père et de sa mère. Les schémas familiaux, etc. Tout ça sont des choses qui sont très présentes. Même lorsque les gens disent « Ah non, vous savez, par exemple, moi j'ai fait des choses, j'ai rompu et mes parents sont complètement raillés. Moi j'ai dit « Va !» On aime. Ton papa et ta maman, ils sont là, ils sont présents, simplement ils sont passés un petit peu au-dessus de la vie maintenant parce qu'il y a une rupture. Et pourquoi il y a une rupture? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Donc on est là toujours avec sa famille. On épouse la famille est là, elle est présente, de manière rigoleuse, de manière carrée. Par contre, pour un schéma qui serait, reprenons un schéma qui serait un schéma classique, dans lequel finalement le jeune homme, la jeune fille émerge de sa famille, et donc la famille a un regard un petit peu sur son choix. Là, ici, il faut distinguer deux époques. Il y a l'époque qui précède le mariage et l'époque qui suit le mariage. Dans l'époque qui précède le mariage, c'est tout à fait normal que la famille, finalement, s'intéresse au khatan et au khatan. Bien sûr, parce que la famille accueille. La famille, elle doit accueillir, donc elle doit s'intéresser à la personne qu'elle va accueillir. Finalement, quel est plus ou moins son mot à dire, pourquoi pas. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que quand on veut comprendre un concept dans le Torah, il faut toujours regarder la première fois où ça apparaît. La première fois, on va parler de ce qu'un homme va faire pour elle, on dit à quel Yazov et Chetali Vetimo. Il abandonne son père et sa mère, il se colle à sa femme et à sa mère, ils auront des enfants. Donc c'est vraiment de dire que la première chose que l'homme va faire notamment, c'est de rompre avec sa famille, de les abandonner. De quoi on parle ici? On parle du fait qu'il y a une espèce de subtil équilibre entre la capacité de l'individu à s'assumer sur le plan émotionnel et en même temps à assumer son lien avec sa famille. Donc pour la femme aussi, c'est la même chose. Il doit y avoir une certaine autonomie affective vis-à-vis de sa famille, et en même temps, une capacité à nouer le lien avec eux. Et donc, il est tout à fait normal, avant, qu'on soit dans ce paradoxe et dans ce choix. Mais, après le mariage, c'est fini. Là, on met un écriteau à l'entrée de la maison, sakana carbonée, danger si on construit, la knissa sur la Rosarie, l'entrée est interdite aux étrangers, ça comprend les parents. Et ça comprend les parents. La personne qui vous parle déjà dans les 4 enfants, je ne me mêle jamais de ce qui se passe sous mes yeux. Je n'ai rien à dire. Pas entendu, je peux prier. Je n'ai rien à dire. À Knissa, à soi, Lazarine. L'entrée est interdite aux étrangers et les parents, les frères et les sœurs deviennent après la repas des étrangers. Ils n'ont plus rien à dire au khatan et à la kala. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à admettre, notamment lorsque, et bien au Rachel, c'est souvent le cas, les familles sont prévues. On les unit, on passe du temps, on se voit, on s'aime, on s'apprécie, et tout, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas des choses? Pourquoi est-ce qu'on ne s'adresserait pas des petites remarques? Parce que là, maintenant, il y a quelqu'un d'autre, il y a une intimité qui n'est plus partagée. Et que lorsque on se permet de dire un mot au khatan ou à la kala, au frère, ou à la sœur, au fils, ou à la fille, ou à la belle-fille, tout, etc., en réalité, on ne se rend pas compte. On est en train ici de donner un petit coup de marteau dans un verre en cristal. Et ça peut être littéralement désastreux, et c'est toujours désastreux. Et c'est toujours désastreux. Alors est-ce qu'on ne doit rien dire? Rien du tout, rien à dire. Alors il va falloir choisir ses canaux de communication. Donc pour répondre à votre question, avant le mariage, il y a une espèce de dualité, pourquoi pas, c'est normal. Mais après le mariage, ce qui prime, c'est d'abord le silence. Ensuite, après, c'est réellement, il y a quelque chose à dire. Alors, il faudra trouver les canaux, mais avec beaucoup de circonspection, et en jeûnant 3 jours avant, et en 3 jours après, et en se lavant la bouche une fois. C'est super, ça c'est vraiment. Je suis content parce que depuis le début, tous les deux, vous faites l'effort de parler vraiment très important. Très important aussi quand l'un des deux croit qu'il est même l'envoyé pour tout empêche. Voilà, le chagrin. Chez nous, on fait comme ça, etc. Je vais laisser de la parole évidemment tout de suite, vous allez répondre à votre tour. Ah, monsieur, vous faites chez vous la tradition ici de donner les quelque part à la maman en lui disant je vous la donne pour que vous
obligé de la rendre demain, faire quelque chose comme ça. Faites ça ou j'ai inventé une commission. Merci. Non, en règle générale, je dis au Khatan, tu as le devoir et le privilège de remettre la ketouba à ton épouse. Et je lui dis, il dit à Réseau, ketouba terre, c'est ta ketouba. Et après bon, des fois, oui, et puis après, des fois, effectivement, c'est source de conflit. On téléphone des fois le lendemain pour dire c'est vrai que c'est la mère ou c'est nous. Alors, c'est mieux que le couple garde dans son foyer. Effectivement, il y avait une époque où on gardait la ketouba chez la mère parce qu'on craignait que l'homme, dans un effet de colère, puisse déchirer la ketouba. Et ce qui est arrivé des fois de voir des ketoubottes qui ont été recollées. On dit c'est les enfants qui l'ont déchiré. Bon, vous savez, on est tous des enfants, n'est-ce pas? Bon, alors... J'adore cette anecdote, excusez-moi de l'interrompre. J'aurais vous raconter, c'est que les gens ils viennent avec la ketouba déchirée, c'est les enfants qui ont déchiré la ketouba, alors très rarement, très sage, ils disent montrez-moi la ketouba qui a été déchirée par les enfants. Bon, alors pour revenir sur l'influence de l'entourage, effectivement, les parents, parfois volontairement ou involontairement, avec une conscience exacerbée ou sans conscience, vont s'immiscer dans les affaires du couple, parce que c'est leur petit, c'est leur bambin, garçon ou fille, etc. Et bien sûr, l'autre partie voit ça d'un œil tout à fait... Alors, je dis déjà au couple, pendant ces réunions de mariés, qu'il est important, premièrement, de savoir que moi j'aime les parents, toi aussi tu aimes tes parents. Je ne peux pas les aimer comme toi tu les aimes, c'est impossible, même si je fais les plus grands efforts du monde, mais il y a justement ce respect mutuel qui fait qu'on doit surmonter nos erreurs de jeunesse en disant faisons abstraction de nos petits égos et essayons d'aller au-delà, au-dessus de la mêlée en essayant de comprendre qu'effectivement, vous savez, Torera, faire une réprimande, une réflexion, la racine, l'étymologie du terme, c'est tor, ça veut dire à l'intérieur. C'est-à-dire, personne n'aime que l'on vienne à l'intérieur de soi et de faire une réflexion. Donc, il est difficile en plus pour l'autre partie d'accepter que les beaux-parents puissent s'immiscer ou venir à n'importe quelle heure, etc. Donc, il faut beaucoup effectivement de doigté pour éviter que l'on vienne à avoir des beaux-parents qui n'arrivent plus à rentrer chez leurs enfants ou qui ne voient plus leurs petits-enfants, etc. Et donc ça, c'est tout un travail de longue haleine et qu'il faut expliquer effectivement aux jeunes. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de jeunes, mais bien sûr, la grève n'a pas arrangé les choses. Les jeunes savent tout, et puis oui, c'est ça aussi. Vous savez que la jeunesse, c'est un mal dont on en guérit tous les jours. Ah, ça, j'ai vu ça aussi. Avec deux choses, d'abord déjà à apprendre à travailler. C'est vrai que c'est toujours difficile quand j'entends des gens qui, d'abord, je répète qu'on n'a pas l'impression d'entendre des leçons quand on nous entend parler, quelques principes, et après chacun essaie de les mettre en musique. Et c'est vrai que le dur, c'est chez soi. C'est très dur. C'est par moment, je veux dire, moi, on fait des réflexions toute la journée, quand même. Je dis pas que c'est bien, j'en fais moi aussi. Mais c'est très dur comment on fait pour vivre ça. Aidez-nous, on le fait tous. Et comment on fait quand c'est vraiment ça pas bien. Je viens de rentrer, donc c'est maintenant je le fais. Mais moi, là maintenant, c'est pas le moment. Je n'ai que 15 jours de vacances, donc c'est pendant ces 15 jours que j'ai décidé que je faire ça. Ma mère a besoin. Oui, mais elle a besoin pas pendant les vacances. Si, pendant les vacances. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas cet exercice-là, finalement, c'est quand même l'exercice le plus dur. On est là pour aider, pour dire il faut se marier, d'accord. Mais c'est vraiment c'est le plus dur. Dans son intimité, dans sa cuisine, dans les moments de tout ça, trop calme. Et je voulais faire le lien, si vous me le permettez tous les deux, avec cette idée de pression. On dit que notre société, c'est une société où on n'a jamais connu, personne n'a jamais vécu autant sous pression. Est-ce que c'est pas un peu utilisé aussi comme un prétexte? Parce que ça permet aussi de dire je suis sous pression. Vous savez, c'est comme aussi j'entends souvent avoir des hommes, je le dis aussi. Est-ce que c'est pas un peu cette histoire de quelle est, selon vous, la vraie influence de la pression, et puis cette idée d'intimité, comment on préserve son intimité?
on va parler du principe et après on va le dire. Parce qu'effectivement, ce qui est en fait dans cette difficulté, c'est finalement le risque de blesser l'autre. Finalement, les gens se blessent par des remarques, il y a une accumulation de petites blessures, parfois des blessures plus graves. Alors je vais d'abord le principe. D'accord, on va utiliser nos outils théoriques. Ceux qui ont 1700 sondages de Cantabile, les 3000 sondages avec nos outils théoriques. Ok. Rabbi Shimon Bar Yochai, au bord d'un fleuve, le fleuve est débordant, il doit passer. Alors, il dit au fleuve, tu te coupes, tu me laisses passer. Il passe, il laisse ses élèves derrière. Les élèves lui disent, Rabbi, tu t'occupais de toi, mais nous, il se retrouve vers lui et leur dit, si vous n'avez jamais offensé personne, si vous n'avez jamais fait de mal à qui que ce soit, si vous n'avez jamais dévalorisé qui que ce soit, si vous n'avez jamais blessé qui que ce soit, si vous n'avez jamais rabaissé qui que ce soit, si vous n'avez jamais humilié qui que ce soit, si vous êtes bien certain que votre Ben Adam Nachalo, vos relations avec la personne sont parfaites, alors le fleuve va s'ouvrir. Il ne leur a pas dit, est-ce que tu as terminé la Torah, est-ce que tu as fait des courses, est-ce que tu as terminé tes études de comptabilité, est-ce que tu es un bon avocat, arrêtez tout ça. Est-ce que vous êtes clean dans la relation? C'est le cadre. Le cadre, il faut savoir, Abraham, Référent de qui on s'occupait du suivi des séminaires de Rav Shaya, il disait, dans les cas de Safek, dans les cas de doute, c'est Safek Nefashot. Quand on a un doute dans la relation à l'autre, on risque de blesser ou pas, alors c'est Safek Nefashot. C'est un Safek, on risque de blesser l'autre, on risque de faire très mal, alors il peut s'abstenir. Ça, c'est un Safek, c'est un cas de doute dans lequel on risque de faire très très mal. Alors, ça c'est le cas. Maintenant, descendons dans la thérapie de la chose, dans le stage. D'accord? Effectivement, on est sous pression. On est tous sous pression. Donc quand on rentre à la maison, on a tous envie de se reposer. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est qu'on rentre dans une ère dans laquelle la femme est sous pression. Parce que finalement, même la Wonder Woman d'aujourd'hui, qui fait une très brillante carrière, et qui a ses enfants à la maison, quoi qu'il arrive, de toute façon, même si elle sort du congélateur, du villager caché installé dans le four à micro-ondes, de toute façon, elle a 3 journées de travail. Elle a sa journée de travail, elle a la journée de la maison, elle a la journée des enfants. Une femme est, en général, beaucoup plus investie dans la maison et dans les enfants que le mari. Donc, le mari, lui, cette question est une question très masculine. Parce qu'en fait, nous, quand on rentre à la maison, on rentre dans un but d'engagement volontaire. Je vais donner un coup de main, je vais faire du chesed. Je vais faire ce qu'il a dit le rabbin. Le rabbin, il a dit de faire du chesed. Alors, je vais faire du chesed. Mais la femme, elle ne fait pas du chesed dans la maison. La femme, à la maison, elle est sur le pont. Elle est sur le pont. La femme, elle dit, moi, je dois. Et le mari dit, moi, je peux. Donc, le mari, lui, vient se reposer de sa pression. Et la femme, elle est encore sous pression. D'accord? Enfin, pour ça, ce qui est fondamental, c'est de gérer les phases de rencontre. Nos grands-mères, elles faisaient ça magnifiquement, on se moque d'elles, mais nos grands-mères, elles étaient super costauds. Quand le mari rentrait, elle levait les bouche, un verre d'eau, elle le laissait à l'eau toilette. Elle disait une demi-heure. Après, voilà. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'en général, on loupe les soirées? C'est parce qu'on loupe les phases de transition. On n'est pas très costaud dans les phases de transition, on ne sait pas gérer les phases de transition, on ne sait pas gérer l'accueil, on ne sait pas accueillir. On ne sait pas accueillir. Quelqu'un qui rentre, il doit être accueilli. Le problème, c'est que quand le mari rentre des courses, il transpire, il est pâté, énervé, il fait les courses. Il réfléchit, d'accord? C'est-à-dire, finalement, lorsque le mari rentre, il doit savoir qu'il passe d'un monde qui est un monde d'obligation et de pression, à un monde dans lequel il faut qu'il le sache, lui, il est touriste. Malgré le meilleur mari du monde, le plus engagé du monde, qui va faire les plus grands efforts du monde, ne pourra jamais passer une certaine guerre correctement. Je vous garantis, c'est les enjeux. Alors, je vais régulièrement dans l'escalier de l'appartement tous les vendredis après-midi, je me barre en même temps, parce que je sais que ma femme va passer derrière. Il y a des coins qu'un homme ne pourra jamais visiter. Sachez-le. Donc il faut savoir qu'en vérité, l'homme, lui, il est un petit peu touriste. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, premièrement, on va gérer la phase de transition. C'est ça qui fait que ça marche. La phase de transition. Quand l'homme il rentre, il faut qu'il sache qu'il rentre dans un endroit dans lequel on l'attend. Dans lequel on attend quelque chose de lui. On veut quelque chose de lui. On a des choses à lui dire. C'est une épaule sur laquelle on veut s'appuyer. C'est des enfants qui sont là. C'est une femme qui a des choses à lui dire. Alors ce qui est extraordinaire aussi, et c'est un point important, c'est
c'est que lorsque l'homme et la femme on va discuter, ils n'ont pas le même champ lexical. Lorsque le monsieur dit on va discuter, lui dit on va échanger des informations. Que les hommes parlent pour deux raisons, soit pour échanger des informations, soit pour séduire. La femme elle dit mais je ne comprends pas, avant le mariage il m'écoutait. Lui, il me parlait, bien sûr, parce qu'il voulait te séduire. Mais là maintenant, il va échanger des informations. Quand tu lui dis viens, on s'installe, on va discuter, lui c'est un cauchemar. Ah, mais comment on va faire pour que ce ne soit pas un cauchemar? Et bien, effectivement, l'homme ici va faire un lent apprentissage qui peut prendre 80 ans, on va aller un peu plus vite que ça, enlever le zéro, pas plus de temps. Il faut que ça soit clôturé très vite dans la première année du mariage. L'homme il va faire un apprentissage qui s'appelle écouter. Écouter et écouter. Entendre. Désirer entendre, désirer écouter. C'est qu'en réalité, il va même aller à la pêche aux informations émotionnelles. Mais comment ça s'est passé ta journée? Une fois qu'il a dit ça, on passe au téléphone. Ça s'est bien passé ta journée? Bon, ça y est, j'ai fait ma pêche émotionnelle. T'installes, t'écoutes. Parce que le recette dont on parle, c'est pas de passer la serpillière. Celui qui passe par la serpillière, il dit au gamin, il y a 20 000 ans. Bien sûr qu'il faut donner un coup de main. C'est pas ça dont on parle, c'est pas ça le recette. Le recette, c'est le recette psychologique. Est-ce que tu es capable de rentrer dans l'univers mental de ton épouse et d'écouter et de comprendre? Elle veut quelque chose sur le point de vue. Tu es capable d'écouter, tu es capable de prêter l'oreille, tu es capable de comprendre ce qui se passe, sans être un loup inversé. Non, d'être quelqu'un, un homme qui écoute, qui fait du recette. C'est là le recette. D'accord? Effectivement, l'épouse, elle a cette fonction-là aussi d'amener la condition. Beaucoup de conflits naissent dans le fait qu'effectivement, lorsque le mari arrive du travail, il est tout de suite mis sous pression. Mesdames, il faut lui laisser tenir. Donnez-lui sa demi-heure. Donnez-lui sa demi-heure. Qu'il aille mettre ses babouches, qu'il aille faire un tour, je ne sais pas où. Donnez-lui sa demi-heure. Et ensuite, après, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donnez-lui sa demi-heure. D'accord? Ensuite, il n'y a aucun problème toute la soirée. Alors, dernier point maintenant. La pression aussi, on se la met aujourd'hui avec cet engin. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est branché sur les réseaux comme si finalement c'était la chose la plus essentielle de la Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Mahmoud, chez Machin, chez Bibu? Qu'est-ce qui se passe sur WhatsApp? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une pression psychologique et mentale qu'on se met avec les écrans, avec les pixels, avec ces nouvelles et tout, etc. Comme si c'était des choses les plus fondamentales de la Terre. Et là-dessus, les hommes et les femmes sont à égalité. Peut-être un petit peu plus pour Facebook chez les femmes, un peu plus chez WhatsApp chez les hommes, et à égalité pour d'autres formes de réseaux sociaux. Qui a dit que quand, il y a 20 ans, on disait aux gens éteignez la télé? Aujourd'hui, on dit éteignez vos téléphones. Enfin, éteignez vos téléphones. J'ai l'impression que vous l'avez fait tout seul. Vous l'avez fait tout seul. C'est un instrument aujourd'hui qu'il faut savoir éteindre. Quand on rentre à la maison, pendant 2 heures, il faut être éteint. Je ne vais pas encore parler du coucher des enfants, on en parlera après, parce que ça aussi, c'est une autre occasion pour un jeune couple de gérer aussi un certain nombre de choses sur le plan émotionnel, de se préparer une bonne soirée et de mettre par quand même de bonnes retours. Monsieur l'impression, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, tout à l'heure. La pression, j'ai vu une étude aujourd'hui publiée dans le. Moi, je l'ai vu dans le Figaro, mais c'est aussi aujourd'hui. Pour plus d'un Français sur deux, le premier geste, en se réveillant, c'est de prendre son téléphone. Alors, on écoute sur la question. Attends, il faut dire que autrefois on avait des courriers, le cachet de la poste faisant foi, on avait le temps de répondre. Aujourd'hui, effectivement, nous avons WhatsApp, si vous n'avez pas répondu dans les 5 minutes, on vous relance avec un autre texto ou un autre WhatsApp, un autre comme ça. Alors c'est effectivement une pression très forte. Et puis on veut toujours aller de plus en plus vite. Il y a des exigences, pas seulement sur le plan professionnel, mais sur tous les plans. On est sans cesse sollicité, donc il y a une pression qui est là. Le Rav Mordechai a souligné effectivement, comme a dit Lasri un jour, il a dit le mari quand il rentre, il faut un quart d'heure déjà pour poser sa tête. Et il faut 45 minutes pour essayer de voir ce qui se passe à la maison. Tandis que la femme appelle, elle rentre, elle a déjà 4 chantiers en marche, et on n'est pas à la même force et à la même capacité. Alors effectivement, il y a aussi le problème du Shabbat et Yom Tov, qui n'en est pas un, au contraire, qui libère justement l'individu il se dépossède de ses armes et ressaisit son âme. Comment? Et justement, quand il n'y a plus de portable, il n'y a plus de télévision, etc., on peut créer une communication directe, authentique, véridique,
et puis on tisse les liens à la fois familiaux, communautaires. C'est extrêmement important ces moments de retrouvailles autour de la table. Comme dit David Ameller, tes enfants sont comme des oliviers autour de ta table. Pourquoi il a pris l'exemple des oliviers? Parce que l'olivier, c'est un arbre qui est toujours verdoyant. Imaginez, si vous avez une maison où il y a multiples attentes, vous êtes vendredi soir, vous avez préparé Shabbat, il y en a, il va vous dire, j'aime bien prendre l'exemple, papa, ce soir j'ai le gibus. J'ai ma thèse à terminer, et l'autre il va me dire, ah tiens, j'ai un coup de fil que je viens de recevoir, et puis vous retrouvez la table, elle est vide. Et vous avez dit, qu'est-ce que j'ai construit? Un foyer fantôme. Mais si effectivement j'avais compris qu'il y a un jour par semaine où je peux sauver mon foyer, je peux sauver ma famille, eh bien c'est ce moment-là. C'est un moment privilégié qu'il ne faut pas rater. Or, pour prendre une petite anecdote, il y avait un jour un homme qui a dit « Moi j'adore ma femme, et plus elle vieillit, plus je l'aime. » Alors son ami lui dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que je suis antiquaire. » Il y a aussi une question très religieuse, je suis face à qui est très moderne, qui est religieuse, face à Zohar. On a aussi maintenant dans le groupe des gens qui devient plus religieux. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Un jour, donc comment vous appelez les gens à affronter cette chose-là? Un jour, j'ai un copain dans un collègue qui dit Bernard, ne t'occupe pas de payer le sacrifice des autres. Il dit moi, je ne me demande pas, je ne sais pas ce que je veux. Par exemple, je vais demander des choses. Mais pas ça. Mais par exemple, je ne me demande pas, moi qui suis collégien, pourquoi j'ai une demi-heure avant mon café, donc je suis là pour étudier. Toi, ton truc. Et voilà, comment on fait quand un des deux il commence à avancer différemment? Par exemple, quelqu'un qui est religieux, il pense qu'il avance. C'est pour ça qu'il a fait un chemin. Quelqu'un qui est religieux, il dit tu fais des choses, il est en train de changer. Je dois prendre avec toi, mais non, je ne sais pas. Ici, l'image qu'on peut donner, c'est finalement que les gens font des grands tourments dans leur vie, mais sans mettre le clignotant. C'est ce qui se passe dans ce jour. Très rapidement, ça se passe en quelques mois, d'un seul coup, la femme décide qu'elle va l'omnibus. Jusqu'à présent, ils passaient des vacances au club, ils allaient des soirées, des restos et autres, etc. Et puis, la femme dit, moi, je vais à l'omnibus. Et donc, pendant 2 semaines, une autre forme de communication. Ou alors, c'est le mari qui dit, voilà, à partir de maintenant, on va faire Shabbat. La femme dit, c'est le jour où je vais faire mes courses, c'est le jour où je sors, c'est le jour où je sors avec les enfants. Mais qu'est-ce que tu veux dans la toilette, et moi je vais rester ici 3 heures à t'attendre. Ça, je pense qu'il se passe en Israël, c'est ce qu'on entend très fréquemment. Une femme elle dit, mon mari, il va à la synagogue, il se lève tôt le matin et tout, et moi je vais rester là comme quoi, comme ma grand-mère ici, attendre mon mari. Des heures, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie? Alors je crois que la première chose qu'il faut dire aux gens qui font des choix, et qui sont donc en train de redistribuer les cartes et les énergies dans leur parce que tout ici est redistribué, c'est voir qu'il va prendre un rapport. Or, dans beaucoup de cas, dans ce type de situation, ni le monsieur, ni la madame, celui qui choisit en tout cas de tirer le coup vers l'eau, n'a un rave. Un rave, c'est qu'il y a un possèque à la rave. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici qui soit à la fois un possèque à la rave, décisionnaire, qui comprenne, qui soit fin psychologue, qui comprenne un petit peu comment ça fonctionne. On ne peut pas faire teshuva si on n'a pas de rave. On ne peut pas démarrer un processus de teshuva si on n'a pas un rave. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Il y a un certain nombre de choses qui sont permises, un certain nombre de choses qui sont interdites, mais très claires du point de vue de la rave. Moi, je peux vous donner des exemples de couples pour lesquels le mari et les enfants aujourd'hui ont étudié à l'échelle de Rav Steinman, à Orchot Torah, c'est justement des paroles de très très haut niveau. Vous aurez vu la maman, c'est une militante de la CFDT pour les défilés maintenant, on les voit avec les gilets jaunes. On ne comprend rien, c'est des couples auxquels on ne comprend rien quand on les voit. Et si on comprend que en fait, ces gens-là sont des gens qui ont cultivé un élément qui s'appelle l'amour, le respect, et qu'en fait, ils ont envie que leur couple puisse survivre à ça, à cet échouva, et qu'ils vont comprendre cette femme-là, elle avait accepté le micro, et après le reste, c'était fini. Shabbat, elle sortait fumer sa cigarette sur le balcon, pendant que les enfants chantaient des numéros de Shabbat. Et c'est la même chose, vous voyez, quelqu'un qui voit le Rav de Brisk, et des histoires comme ça, on peut en raconter des centaines. Le Rav de Brisk,
Il a dit voilà, ma femme, elle fait rien. Elle fait Shabbat, elle dit est-ce que ta femme a accepté de lever? Oui, alors dans ce cas-là, tu restes avec elle. Oui, mais je reste avec elle. C'est la suite de l'histoire qu'on raconte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout va très bien se passer. Tu l'aimes, une femme? C'est de ton bien. Comment je peux aimer une femme qui n'a pas la même valeur que moi? On ne peut pas la même chose. Je dis combien d'enfants elle t'a donné? Comment tu as construit avec elle? Pourquoi? Parce que maintenant, on est plus proche de ton Dieu, on est plus loin de ta femme. Comment ça marche? Alors, effectivement, il arrive qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, une incompatibilité d'humeur totale entre le mari et la femme, et là, effectivement, ça devient une bonne raison de divorce. Effectivement, là, ça devient une bonne raison de divorcer. Et que si, par exemple, la femme peut aller au buffet et elle peut faire avancer son foyer dans la crise et le père se rebelle, devient de plus en plus violent, puis en fait, en général, ça se termine avec des conflits, une errance du monsieur, ou alors à l'inverse, la femme ne veut absolument pas conduire, elle est complètement campée, elle devient même très hostile. Effectivement, à ce moment-là, c'est pas le bon signe, effectivement, il faut divorcer. Mais il faut laisser passer du temps, il faut surtout qu'il y ait un rave qui ait géré ça, et qui ait donné son tempo et son aide. Et puis, dernier point, sur ce dernier point qui ne clôt pas la question, mais qui est un point important. Les enfants. Les enfants. Parce que le conflit va souvent échapper sur le prix lourd des enfants, le choix des écoles. Par exemple, le monsieur et la femme ne vont pas être d'accord sur le choix des écoles, ils vont dire, nous on a grandi, la femme va dire, toi tu as fait tes chevaux, moi, toi et moi on a grandi dans des écoles non juives. Et voilà, tout allait bien, alors pourquoi est-ce que les enfants n'iraient pas à un bon lycée? Et là il va y avoir un conflit. Et là il va y avoir un conflit. Là il faut qu'il y ait un rave qui rentre encore plus effectivement dans cette histoire. Et il va falloir aussi se poser une autre question. Une question qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que le conflit autour des enfants, en fait, il focalise et révèle des conflits sous-jacents, des problématiques de personnalité chez le père et la mère. Donc il va falloir qu'ils aient au tort, comme vous disiez. Il va falloir qu'ils aient le tort Atzman, qui rentre très profondément en eux-mêmes pour savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Là, c'est quelque chose qui nécessite, à mon avis, des consultations qui ne peut pas être organisé. Dans ce cas-là, ce n'est pas seulement un rave qui vaut, c'est aussi un thérapeute, c'est aussi un psychologue, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui va avoir aussi à cœur de faire attention à ce que les enfants soient pas laissés. Je me souviens par exemple que Madame Rand, vous avez vu à l'époque j'étais à Épinay, il y a des gros problèmes à l'école, elle a des yeux extraordinaires. Tout le monde se focalisait sur les problèmes financiers, les chiffres, etc. Il y a des réunions avec une centaine de bordels. Elle avait dit, vous rentrez ce soir chez nous, ne dites pas un mot de cela à vos enfants, qui ne ressentent pas cette insécurité. Et ce qui se passe très souvent, c'est que dans les conflits entre le père et la mère, les enfants deviennent un enjeu, ils deviennent un outil de conflit, un outil de chantage. Et ça, c'est un péché, pas du père et de la mère, même au nom du bon Dieu. Le bon Dieu n'a jamais obligé quelqu'un qui fait Shabbat à utiliser ses enfants comme outil de chantage émotionnel vis-à-vis de son époux ou son épouse. C'est un péché après, c'est une chose qui ne veut pas. Donc il faut, là, ici, beaucoup de sens des responsabilités. Alors, je commençais par une anecdote dans une famille de Jérusalem, orthodoxe. Un mariage se réalise quelques jours avant Pessah, et puis voilà que le mariage est célébré. Le premier soir, le Khatan est chez la Kala, et puis on fait le Seder. Une fois que le Seder est terminé, on boit la soupe au Kneider, et l'horreur, le Khatan voit dans sa soupe un grain de blé. Imaginez la maîtresse de maison, offensée au bleu au point, tous ses efforts ruinés en un instant, et que dit-elle? Elle sait plus se mettre. Le lendemain, le Khatan arrive à la synagogue, il avait le visage un peu défait, et le rabbin lui dit: qu'est-ce qui se passe? Matzah, Motse? Et il lui raconte ce qui s'est passé. Il prend le Khatan, il le fait sortir très rapidement de la synagogue, il lui dit: enlève ton shtraïman, ton chapeau en castor, il le secoue, et qu'est-ce qu'il y avait? Des grains de blé qui sont tombés. Parce que quand il s'est marié, les gens jetaient du blé ou du riz, des puisses. Alors il avait accusé à tort sa famille, ou sa Nakala et ses beaux-parents, alors qu'en lui, c'était lui le responsable, le fautif. C'est comme ça que, comme dit Rav Shadron, quand tu montres un doigt accusateur à l'égard d'autrui, tu as 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Ça veut dire en d'autres termes qu'en fait, on est souvent plus indulgent vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis d'autrui. Et
il faut faire preuve d'une très grande compréhension de celui qui a fait tchouva, mais aussi de celui qui n'arrive pas encore à faire tchouva. Parce que toi, à un moment, le réveil s'est réveillé en toi, et tu n'admets pas que l'autre ne s'est pas réveillé. Alors, comment faire? Il faut faire preuve justement de doigté, d'intelligence, d'adresse. L'adresse, c'est pas de maladresse, parce qu'autrement, c'est l'affrontement et c'est la fin de couple. Alors, je pense que, comme on dit, d'ivré Rachamim et Nachat Mishmaïm, les paroles des sages se font dans le calme, et si on sait le faire, on va montrer la beauté du message, ce que j'ai appris, les joyaux que j'ai en main, et que je peux le transmettre sans aucune difficulté. Alors, est-ce qu'on a des questions? Monsieur. C'est bien ça. Peut-être que ça aussi par rapport au mariage, c'est un peu changé. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a pas de 800 divorces. Est-ce que pour le consistoire, c'est un chiffre qui est vraiment enregistré auprès de consistoire? Une demande à moi, juste la moitié. La moitié. Juste un peu la moitié. La moitié. Et comment on arrive aujourd'hui, puisqu'on se retourne quand même pour sa communauté, son rabbin, pour être français, pour accompagner, comment on arrive en fait, à avoir un taux d'échec qui est important, alors que finalement la Torah doit être portée, je pense que l'autre, même si vous ne faites pas, devrait justement y aller et voir que nous on a fait dans la Torah. Donc on arrive à un moment de communication, mais il y a énormément d'étapes qui ont été évoquées avant que se rejoignent par un manque de confiance, d'écoute, de communication, de sagesse. Arriver à un taux aussi important, moi ça me surprend beaucoup justement. C'est du problème en fait dans un peu de violence aussi fort. C'était une question? Alors, bon, je vais essayer de répondre, si vous voulez, rapidement. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de couples qui viennent trop tardivement. Ils ont laissé s'installer les problèmes, et des fois, c'est allé tellement loin qu'il y a une brisure qui est presque irrémédiable. Il y a des fois aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut une structure très lourde pour pouvoir suivre un couple. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'hommes pour pouvoir réaliser ce suivi du couple qui est en danger ou qui est en instance de divorce. Je pense que c'est une des raisons, les deux raisons essentielles. C'est un peu le sens de notre soirée, on parle de ça, donc c'est ce qu'on est en train de traiter d'une manière ou d'une autre. On en a parlé au début, on parle aussi de concept de survie du couple. Il y a aussi autre chose. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres. Plein de livres qui paraissent aujourd'hui sur le couple. J'entends très souvent des gens qui m'appellent, qui me disent écoutez, moi je veux bien venir en thérapie de couple, ou je veux bien voir un rap. Mon problème, c'est qu'on m'arrive le dit il vient d'abord on prend des livres et on lit. Alors on va lire des livres et on va écouter des cours derrière l'écran. Et ça, c'est un grand désastre. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent de la Shimoucha et Yehuda. Le fait de fréquenter les sages, c'est beaucoup plus grand que d'étudier la Torah elle-même. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel finalement les gens se réfugient derrière l'écran, derrière les livres. Donc c'est une connaissance qui est très théorique. Et finalement, les gens se réfugient aussi derrière leurs intuitions premières. Et donc finalement, il y a un certain refus, parce que c'est très difficile de venir devant un rab, de venir devant un thérapeute et de dire un certain truc. C'est difficile de venir et de dire c'est difficile, on a du mal. Bien sûr, c'est pas du tout évident. Donc ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens laissent s'installer les problèmes, ont du mal à venir. Ça explique que certains. Ça explique aussi pourquoi. Il y a qu'un des deux conjoints qui veut des fois le faire et pas l'autre. Donc ça ajoute à la difficulté. Ça ajoute aussi que souvent les gens nous appellent en disant j'ai un divorce. Bon, on prend rendez-vous demain. Ils viennent les deux et ils repartent. Ils restent encore pendant 6 mois ou 1 an. Parce qu'en fait, la décision est une non-décision. Très souvent aussi parce que les gens gèrent par des bons choix.
Et donc ils prennent la non-décision de se marier, et donc la non-décision de divorcer, et donc la non-décision aussi de continuer à se disputer. Et donc en fait, quand on les met en face de la nécessité de prendre une vraie décision, alors là, effectivement, les choses sont peu réfléchies. Et ça prend du temps. Tout le monde n'est pas d'accord pour participer à ce processus. C'est pour ça qu'il faut saluer ceux qui le font. Bravo. Oui. Bonsoir. Merci pour votre conférence et les discours que vous faites. J'ai constaté effectivement que les rabbins que je connais, en tout cas, sont totalement alarmés par effectivement tous ces échecs. Et donc, Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. Et je me demande pourquoi il n'y a pas véritablement des formations des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs à la préparation mamash du mariage. C'est-à-dire, comme on a dit au début, comme le Mordechai plutôt a dit au début, on prépare bien le mariage, la fête du mariage, la cérémonie du mariage, mais après, qu'est-ce qui se passe? Or là, même en interrogeant des rabbins qui vont nous marier, la réponse à ce qui va se passer et ce qu'on doit faire, notre devoir, n'est pas clair du tout. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, un effort à faire vraiment là-dessus, sur la préparation profonde du futur marié de la future femme? Magnifique question. J'ajouterais avec votre permission qu'on est aussi dans une société qui est en révolution. Que, par exemple, quelle est la... Je veux dire, ça se fait intuitivement, ça ne se fait pas. Quelle est la position de la femme par rapport à l'homme et de l'homme par rapport à la femme? Normalement, il faut une égalité totale. Moi, par exemple, je vais vous parler de chez moi, et j'espère que c'est la dernière fois que je ne fais pas trop la même. Moi, j'ai la chance, ma femme étant religieuse, pour eux, c'est évident que c'est elle qui va avoir certaines tâches comme préparer la table, etc. Et tout. C'est pas forcément que ce soit évident pour tout. Moi, la mienne, mon épouse est religieuse, donc je l'accepte, mais on est aussi en révolution. On parlait de la pression tout à l'heure, mais aussi quelles sont les nouvelles attentes les uns et des autres. On parlait du jetable, c'est pas seulement jetable, c'est une société de consommation qui est le choix. C'est pas forcément négatif, le choix. Le choix, c'est pas négatif, à condition de choisir. C'était la préparation. Oui, la préparation. La préparation, est-ce qu'on doit pas? Est-ce que il n'y a pas un problème de les gens, ça pas? Alors, il y a beaucoup de préparation. On prépare beaucoup. Alors, déjà, l'instant, je l'ai dit, même, il y a aujourd'hui, que ce soit en Israël, en France, beaucoup de gens qui se préparent au mariage. Il y a beaucoup de publicité qui est faite autour de la préparation au mariage. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tendance à penser, parfois les rabbins ont tendance à penser parfois, que certaines personnes, finalement, sont vaccinées. Et il y a des gens, effectivement, on ne va pas, sur lesquels on parlait de pression tout à l'heure, on ne va pas faire pression sur eux pour qu'ils se préparent. C'est une grave erreur. Peut-être certaines personnes aussi disent, bon, finalement, moi, j'ai vécu, je connais, je sais, ce fameux syndrome de moi, je connais, et puis finalement, on ne va pas aller à la flèche à l'information. On va négliger donc, de se former. En fait, le point fondamental de tout ça, c'est l'ignorance. Parce qu'effectivement, on a tendance à penser, quand on se marie, d'une manière générale, dans la rue juive, on a tendance à penser que le mariage, c'est finalement une cohabitation. Donc, c'est bien ce que ça veut dire cohabiter. On l'a vu nos parents, ils sont aujourd'hui en majorité divorcés. Ce qu'il ne faut pas faire, on a des intuitions. On pense que l'intuition et notre connaissance de la littérature, du cinéma, notre connaissance des choses autour de nous permettent de dire, finalement, on sait de quoi il s'agit. Il y a une chose qu'on ignore totalement. Quand on passe sous la coupa, on peut le dire, ici, quand on passe sous la coupa, ça y est, c'est fini, on est sur un autre compte. On est sur un autre compte. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu de découverte, qui se retrouve avec un découvert, il passe sur un autre compte. C'est autre chose. Quand quelqu'un se marie et passe sous la coupa, c'est un autre compte, c'est autre chose. Il a fait une mitzvah immense, il a un mérite immense. Et donc maintenant les cartes et les énergies sont complètement redistribuées. Et donc effectivement, il faut le savoir, il faut populariser cette idée-là. Cette idée que quand on se marie, on va maintenant avoir d'autres influences sur notre mazal change. Notre mazal change. Donc les forces spirituelles, les mouvements psychiques, les mentales, tout est redistribué. Et donc vous ne savez pas une affaire de connaissance, j'allais dire culturelle, l'ivresse, cinématographie, ou
connaissances de ma famille, de mon entourage, etc., c'est pas ça qui est en réussite. Il faut savoir ici qu'en me mariant, je suis devenu associé avec Hachem. Donc Hachem a besoin d'associés qui sont au point. Moi, je le sais pas quand je me marie. On ne me l'a pas assez dit, cette idée. Si j'ai étudié la Torah dans la jeunesse, et si j'ai eu des rabbins qui m'en ont parlé, alors oui, on me l'a dit. Mais encore que cette idée aujourd'hui, elle est de moins en moins bien entendue par les jeunes, pas dans les chivotes et dans le nouveau. Encore plus dans la région, cette idée paraît incomplète. L'idée, moi je n'ai pas le mot de la modernité, parce que modernité, ça veut dire le progrès. Il n'y a pas de progrès, il y a une régression. Dans la contemporanéité, on est même plus capable de comprendre cette notion fondamentale, une fois qu'on est passé sur la repas, du rôle de la femme, du rôle de l'homme. Et donc de la prise en charge de son rôle. Effectivement, ça nécessite un apprentissage. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les couples qui pensent que finalement, ils ont fait quelque chose, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils prennent le temps de le faire, de consulter, de poser des questions. Question pertinente, réponse pertinente. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le SAM. J'appelle ça, c'est-à-dire le service avant mariage et service après mariage. C'est les mêmes lettres initiales. En fait, moi, il y a 30 ans, quand j'ai demandé au Calode, par exemple, de prendre des cours, j'étais le premier à Paris à demander au Calode de prendre des cours. Et une fois, j'ai eu même un président de communauté qui m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que les cours sont obligatoires, monsieur le rabbin, pour ma fille? Je lui ai dit, non, ils ne sont pas obligatoires, ils sont indispensables. Alors, il a dit, puisque vous m'avez dit comme ça, alors elle viendra. Le problème, c'est que faire changer de mentalité, ça prend du temps. Aujourd'hui, effectivement, normalement, tous les mivotes réclament un certificat de préparation de mariage à toutes les calottes. Pour les ratanim, c'est un peu plus compliqué. On demande aussi un document qui doivent faire remplir par le madrir, c'est-à-dire celui qui doit donner les cours au ratal. Il y a des fois certains qui passent entre les mailles du filet. Et souvent, c'était les réflexions à l'époque. On disait, ah ben moi aussi je dois prendre des cours. Je dis, vous savez, le mariage, on avance en tandem. Donc, aujourd'hui, c'est moins courant que le ratal dit, est-ce que moi aussi je dois prendre des cours? Donc il a fallu tout un processus mental et de société, bien un problème récurrent qui se pose, c'est-à-dire de se faire comprendre que la préparation au mariage est indispensable. Alors vous savez, on apprend à conduire, on passe un permis de conduire. Mais pour se marier, alors que c'est encore plus dangereux aussi, parce qu'on met en danger aussi l'autre partenaire et également ses enfants futurs et ses petits-enfants. Donc il serait bon effectivement de préparer en amont beaucoup plus les ratanes et les calottes, mais faut-il qu'on en ait les moyens quand vous avez un ratane qui vous fuit entre les doigts et qui vous dit bon, j'ai pas eu le temps, j'ai le travail, je suis à l'étranger, etc. Bon, on essaie de lui faire comprendre, mais c'est pas toujours évident. Et malheureusement, effectivement, après le mariage, essayer de faire revenir les mariés, c'est aussi une autre paire de manches. Et je reprends encore l'idée. Quand on voit le nombre de jeunes qui y a ce soir, on comprend qu'il y a un manque de compréhension et de prise de conscience suffisante de ces jeunes couples qui doivent effectivement continuer à entretenir le couple. C'est pour ça que la Torah dit Kikaf et Shisha, lorsque l'homme prendra femme, et tu l'as déjà pris, c'est 50 ans. Non, ça veut dire que c'est un inaccompli. C'est-à-dire chaque jour, c'est une conquête nouvelle. Est-ce que j'ai une nouvelle question, sachant qu'on est tous là, avec plaisir, madame, sachant qu'on est tous là aussi pour nos enfants, et on veut savoir comment on peut dire. Moi, je voudrais vous poser une question qui est quand même très compliquée. C'est-à-dire que les hommes, ils regardent toujours les femmes dans les magazines, qui sont des stars du magazine, des grands personnages qui ont tous les attributs possibles et imaginables, qui sont des fois juives ou non juives, mais sont des stars du cinéma. Ils voudraient que leurs femmes elles soient comme ça. Mais eux, est-ce qu'ils sont des stars du cinéma? Pas du tout. Ils sont gros, ils sont vieux, ils sont chauds, ils n'ont pas de diplôme d'école et ils sont pas des stars du cinéma qui ne voient pas de femmes comme ça. À 50 ans ou 60 ans, une femme de 20 ans moins que. Alors je pense que, moi je dis la vérité, mais c'est la vérité.
Merci madame. Comme ça n'est pas une question, c'est une interpellation, alors je vais rebondir aussi sur cette interpellation. Ce que vous avez évoqué ici, c'est le fantasme. D'accord? Parce que les gens vivent dans des fantasmes. Et effectivement, c'est pas nouveau. C'est pas Internet ou Facebook ou les réseaux sociaux qui ont des fantasmes. Il y avait déjà des revues il y a 30 ans avant les réseaux sociaux, et des gens vivaient aussi dans des fantasmes. Et il y a 100 ans, les gens avaient entendu Israël Salvateur, grand maître de Moussa, dire Adam Rothschild de Vignolo. L'homme, il est libre dans son vignoble, dans son imaginaire. Il y a 1000 ans, ils avaient entendu le rabbin dire dans les journées braquées, dans l'introduction donc de son commentaire sur les maximes de nos pères, dans le traité du chapitre, une des forces que l'homme a en lui, c'est le corps Amédamé. C'est finalement la force qui consiste à se projeter dans l'imaginaire, qui est très positive, parce que grâce à l'imaginaire, on fait des projets. C'est grâce à l'imaginaire que les gens font des grandes choses. Ils imaginent leurs projets, le fantasme, mais ils vont après passer à la réalisation concrète, pratique et matérielle de leurs projets, mais tout démarre dans le rêve. Alors nous tous ici, on a tous été au départ, une vapeur amoureuse, une projection du rêve amoureux de nos parents. Ensuite, la pointe d'une petite cellule, et après cette cellule a grossi de la peau de lait, et après devenu des individus. Okay? Donc, il y a ici une notion fondamentale chez chacun d'entre nous, c'est la notion du fantasme, la notion de l'imaginaire. Elle est fondamentale. Sans l'imaginaire, on ne peut rien faire. Sans se projeter dans l'existence. Même lorsque un homme et une femme sont en chinois, viennent de se rencontrer, puis s'asseyent sur un banc et assistent à un coucher du soleil, et disent, bah voilà, après le mariage, j'aimerais ce genre de moment qu'on puisse encore les partager. Et j'aimerais qu'en 30 ans, dans 80 ans, quand on sera des petits vieux, tu te rappelles quand on a les 20 ans, on voyait comme tu voulais entendre. D'abord, les gens se projettent, les gens veulent cette projection. Maintenant, quelle est la différence entre la bonne projection et la mauvaise projection, et quelle est celle qu'on peut donner à nos enfants? Allons directement sur ça, parce que c'est de ça dont il peut s'agir. Quelle est la bonne projection que nous pouvons enseigner à un enfant, pour pas un enfant, un adolescent, de 15 à 40 ans, quelle est la bonne projection